Bonjour Maria. Bonjour Frédéric. Nous recevons un nouvel invité en ce début de semaine, en ce lundi matin, à savoir le maire d'Ajaccio et président de la CAPA. Bonjour Laurent Marcangeli. Bonjour. On va rapprocher un petit peu votre micro. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Laurent Marcangeli. Vous allez passer la semaine avec nous, tous les matins. On va explorer plusieurs thèmes d'actualité et on va commencer en ce lundi sur la politique. On rentre dans une période électorale importante. Réconciliation, apaisement et construction d'un projet politique. Jean-Martin Mondolone s'est expliqué voici quelques jours quant à la présence de Georges Mella et de Camille de Rocazère sur la liste qu'il conduira pour les prochaines territoriales. Le candidat qui se présente comme celui défendant une droite régionaliste se dit satisfait d'avoir rallié autour de son nom des hommes d'expérience. On explique les précisions sur la démarche avec Jean-Martin Mondolone. À travers une liste, on diffuse un message. Le premier message, c'est le renouvellement. Le deuxième message, c'est la consolidation d'une ligne politique historique à laquelle j'ai toujours été attaché. Et le troisième message que doit envoyer la liste, c'est l'apaisement, la réconciliation dans mon camp. Je souhaite que nous puissions faire, sinon table rase du passé, en tout cas dépasser les tensions qui ont pu animer la vie politique de ma famille pour entrer dans une nouvelle ère, celle de la réconciliation, celle de l'apaisement et celle d'un temps nouveau qui doit donner un signal d'espoir et de confiance à nos électeurs. Alors Laurent Marcangeli, on sait que vous n'avez pas voulu aller à cette bataille des territoriales. Néanmoins, en tant que maire d'Ajaccio, président de la CAPA, forcément, vous êtes là et on vous est proche de Valérie Bodde et vous soutenez sa candidature. Comment percevez-vous justement ce ralliement de Camille de Rocazère et de Georges Mella à Jean-Martin Mondolone? Je n'ai pas à commenter le ralliement du maire de Porto-Vecchio, qui est un ami, Georges Mella, que je connais bien, et celle de mon ancien collègue Camille de Rocazère. Je pourrais faire un petit commentaire sur ce qu'a dit Camille de Rocazère chez vos confrères de Corse Matin. Il reprochait à Valérie Bodde de vouloir faire une liste ajaxienne. Ça fait un peu Porto-Vecchio. De Porto-Vecchio en position éligible. Je ne vois pas Georges Mella en dessous du rang éligible et je ne vois pas non plus Camille de Rocazère en figurant sur cette liste. Bon, passez le petit trait d'humour. Que vous dire? D'abord que Jean-Martin Mondolone est une personne de qualité. Je le dis très franchement, il fait partie des personnalités qui comptent déjà et qui, je pense, ont un rôle important à jouer. Il parlait de réconciliation, nous en avons parlé ensemble, vous l'imaginez bien, il n'y a pas de tension entre Valérie Bodde et Jean-Martin Mondolone, pas plus qu'il n'y en a entre lui et moi. Nous sommes dans une réflexion intelligente, globale. J'essaye de leur apporter mon expérience parce que moi, la réconciliation, je sais de quoi il en retourne. Je vous rappelle tout de même l'état de la droite ajaxienne il y a encore quelques années. Il a fallu mettre les gens autour de la table. Il y a eu plusieurs élections qui sont venues rendre possible cette réconciliation et aboutir à la victoire finale, je dirais, de 2015, après la première élection de 2014, où j'ai finalement réussi à rassembler au plus large, et même au-delà de mon camp, avec des personnalités comme François Fillogne, par exemple, qui sont venus renforcer la seule matrice centre-droit qui, au départ, posait tant de problèmes dans la vie politique ajaxienne de par ses divisions et de par les rancœurs. Et au niveau régional, il faut s'y atteler. Il faut s'y atteler avec méthode. Alors on a opté pour une stratégie qui est la suivante. Il y a deux listes. Alors j'aime pas moi le terme la liste loyaliste ou je ne sais pas encore légitimiste et la liste régionaliste. Moi je vais pas parler de Laurent Wauquiez pendant cette campagne électorale, ça ne m'intéresse pas. Je vais parler aux Corses, de la vision qui est la mienne en tant que maire d'Ajaccio, en tant que président de la CAPA, en tant que soutien d'une femme qui a décidé de prendre ses responsabilités, qui est une élue locale, expérimentée, qui est une femme de conviction et qui a l'intention d'animer cette élection. Et ensuite, je pense que nous avons vocation à nous rejoindre avec la liste de Jean-Martin Mondolone parce que dans notre ADN, nous avons beaucoup de points communs avec la démarche qu'il initie. Et puis, nous nous rangerons derrière lui s'il est en tête. Et j'espère et je pense qu'il se rangera derrière nous si nous ne le sommes pas. Je voudrais ajouter que 2 listes, c'est déjà suffisant. J'entends des rumeurs. Ceux qui prendraient le risque pour des réflexions personnelles qui n'ont attrait qu'à leur propre avenir d'engager une démarche de 3e liste risquent de porter une lourde responsabilité. On se quitte Laurent Marcangeli, on se retrouve dans une petite heure pour la suite de cet entretien. On continuera de parler politique et notamment de ces territoriales. À tout à l'heure.
Rebonjour Maria. Rebonjour Frédéric. Rebonjour Laura Marcangeli, président de l'ACAPA. On rappelle les maires d'Ajaccio. On parlait politique tout à l'heure, après le premier journal de la rédaction. Laura Marcangeli, on expliquait que donc il y avait ces deux listes. Donc vous, deux, c'est bon, mais pas trois. Hein. Cela dit, aux dernières territoriales, c'est avec deux listes que les nationalistes ont gagné. Au niveau tactique et stratégique, ça peut être aussi une opportunité, pourquoi pas, de remporter cette élection pour vous. Bien, deux listes, elles sont là. Je pense que par contre, si on part sur 3, ça commence à faire beaucoup. C'est un point de vue personnel. Vous savez, on ne se présente pas dans un très bon état de forme, hein, je vous le rappelle tout de même. On a perdu 2 sièges de députés au mois de juin dernier. On sent qu'il y a une forme de passage de témoin générationnel, ça ne se fait jamais sans difficulté. Et les dernières territoriales n'ont pas été une franche réussite. On était à un niveau assez bas, malgré ces deux listes. Donc d'abord, c'est installer un climat plutôt serein sur ce premier tour, avec deux listes amies qui ont vocation à se rejoindre et à ne pas trop se disperser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Justement, deux listes donc, qui sont amenées peut-être à fusionner au second tour. Qu'est-ce qui vous a séparé au départ? Les idées ou les hommes? Puis vous pensiez à cette troisième liste, vous pensez à quelqu'un en particulier? Non, je pense à personne en particulier. Je me permets là où je suis, avec mon expérience, avec les qualités de rassembleur que personne ne peut me nier, me dénier, donner mes conseils, mes avis. Après, il y a une stratégie qui a été mise en route après les élections législatives. Une réflexion a été menée. Elle aurait pu être autre si d'aventure j'avais décidé moi-même de conduire cette démarche, mais nous avons pris la décision de partir sur 2 équipes. Pourquoi? Bien d'abord parce que on estimait qu'il y avait peut-être des tendances différentes à faire entendre. Moi, je pense plus qu'il s'agissait d'une réflexion autour du casting. Voilà, il n'y a pas de place pour tout le monde sur une liste. Je vous rappelle tout de même que 1er janvier prochain, il n'y a plus de conseil départemental. Il y a des gens qui sont élus, qui sont légitimes, qui veulent continuer leur parcours politique et que vous le savez aussi bien que moi, on ne peut pas mettre tout le monde sur une même liste. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. On ne va pas se cacher qu'il y a aussi cette problématique qui rentre en ligne de compte. Et puis ensuite, il y a une stratégie qui consiste effectivement à se dire on peut être plus à même d'avoir un résultat global satisfaisant en étant 2. On parle déjà d'alliance, de regroupement au second tour, mais néanmoins il y a des différences, puisque Jean-Martin Mondelonne, il a une vision de la droite corse quand même très régionaliste, voire presque autonomiste. Est-ce que politiquement et philosophiquement, vous pouvez vous retrouver sur ces thématiques-là? Pour Valérie Bodz est une jacobine. Je vous rappelle que Valérie Bodz, elle est quand même dans la lignée de gens qui à l'époque on les qualifiait de corsistes. C'était pas si longtemps que ça. Robert Felicac, etc. C'était pas non plus les gens qui étaient les plus républicains au sens ayatollah du terme. En revanche, sur la liste de Jean-Martin Mondelonne, je crois pas que Camille Hydro-Casier est le plus autonomiste d'entre nous. Et justement, est-ce que ça vous surprend? Non, parce que je pense que la droite, elle se nourrit de ses idées. Quand elle n'en a pas, elle est mal en point. Je crois que nous n'en avons pas assez développé au cours des dernières années. Et puis, deuxièmement, nous sommes issus d'une histoire récente, mais une histoire aussi ancienne, où il faut respecter un certain nombre de points de vue. Nous sommes multiples, nous sommes divers, et je crois que personne ne peut nier le fait que, en ce qui me concerne, je ne fais pas partie des gens les plus conservateurs qui existent dans le paysage politique de la droite corse. Et bien, je soutiens Valérie Bodz. Et puis vous verrez qu'il y a d'autres personnes qui seront à ses côtés, qui ne sont pas non plus, je vous le dis, des gens particulièrement attachés à des valeurs jacobines. Voilà, donc je crois que voilà, faut pas simplifier les choses. Si on vous dit que la liste la plus légitimiste c'est celle que soutient Laurent Marcangeli, ça pose quand même une forme de questionnement. Voilà. Après, dans une certaine manière, il est vrai que Jean-Martin a sa propre histoire politique. Il a décidé en 2010 de fonder un mouvement, de s'affranchir d'un certain nombre de choses. Il est fédéraliste, il le dit très clairement. Moi, je suis un peu plus réservé sur la question du fédéralisme en lui-même, même si je suis plutôt un autonomiste. Tout le monde le sait, je l'ai toujours dit, j'ai été élu député en le disant en 2012, donc voilà, il y a, je pense, pas non plus de grosses différences entre les deux. Et justement, donc, ce projet commun que vous allez être amené à trouver au second tour, est-ce qu'il pourrait s'élargir à d'autres formations politiques, y compris à gauche, dans un but peut-être de faire barrage aux nationalistes? On entend dire ça, est-ce que c'est une rumeur? Est-ce qu'il y a des discussions en ce sens? C'est pas faire barrage aux nationalistes, c'est s'interroger sur leur projet. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour l'avenir de la Corse? Et est-ce qu'on peut avoir un projet alternatif avec d'autres? C'est trop tôt pour le dire. Beaucoup trop tôt.
il y a quand même des différences. Après, il faut voir ce que disent les autres. D'abord, ce que nous dirons nous pendant cette campagne. Nous n'avons pas l'intention de fonder un projet contre qui que ce soit. Nous avons juste envie de proposer aux Corses une vision alternative de ce qu'on nous sert depuis 2 ans. C'est-à-dire, première chose, nous sommes des pragmatiques et pas des idéologues. Et deuxième chose, nous voulons de la démocratie en Corse. Pas une pensée unique, où on confisque le débat et où tout le monde doit penser la même chose. Je pense que malheureusement, au cours des 2 dernières années, on a un peu glissé vers cette idéologie confiscatoire de débats contradictoires. Je pense que nous avons de la place pour un débat démocratique apaisé en Corse, comme ailleurs. Laurent Marcangeli, il est presque 9h, on se quitte, mais on se donne rendez-vous demain. On rappelle que nous allons passer la semaine ensemble, tous les matins, avec d'autres thématiques, évidemment, on ne va pas parler que politique. À demain. Donc. À demain. Bonjour Maria. Bonjour Frédéric. Nous recevons cette semaine Laurent Marcangeli. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Maire d'Ajaccio, président de la CAPA. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation cette semaine. En ce mardi, on va parler de ce qui s'est passé ce jour dernier. Dégradante, humiliante et contraire à toutes les conventions des droits de l'homme, les conditions de transfert de Franck Paul sur Paris suscitent la colère en Corse. Le militant nationaliste interpellé la semaine dernière a été, selon son avocat, entravé, menotté et privé de nourriture et d'eau jusqu'à son arrivée à Paris. Il a de plus eu les yeux bandés tout au long du trajet. Face à cela, la Socio Solidarité a réagi, tout comme Gilles Simeone et Jean-Christophe Angelini, mais également le bâtonnier d'Ajaccio qui s'est exprimé par un communiqué à ce sujet. Mais on écoute ce matin la réaction de Laura Maria Poli, élue Corsica Libera de la majorité territoriale. C'est des pratiques, nous les dénonçons avec force, inhumaines, dégradantes et qui bien évidemment sont interdites. La torture en France officiellement, bien officiellement j'insiste là-dessus, elle est interdite depuis 237 ans. La France est signataire de certaines conventions comme l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui précise bien que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Vous avez aussi l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et citoyens qui est annexé à la Constitution. Voilà, qui interdit ce genre de traitement et pour autant aujourd'hui on voit que la France bafoue complètement toutes ces règles. Aujourd'hui, même si vous n'êtes pas nationaliste, vous êtes en tant qu'élu et en tant que citoyen censé respecter le droit et là le droit n'est pas respecté. Voilà, donc Laura Maria Paul, alors finalement elle s'adresse un peu à tous les élus, ça doit sensibiliser pas que les élus nationalistes, pas que les nationalistes, et d'ailleurs on a pu le voir, Laurent Marcangeli, sur les réseaux sociaux, l'indignation, y compris des gens dont on sait qu'ils ne font pas partie de la famille nationaliste. Est-ce que c'est votre cas ? Bien sûr. Comment on peut accepter des traitements de cette nature ? Vous savez, je suis avocat, je suis militant des droits de l'homme, je considère que... Un détenu, un mis en cause, ne doit pas subir de tels traitements. Si cela est avéré, c'est très grave. C'est très grave parce que ça donne encore une fois une image qu'on ne veut plus voir. Il bénéficie de droits en tant que mis en cause, il ne doit pas être traité ainsi. C'est en tout cas dans la conception que je me fais d'une démocratie telle que notre pays, la France, quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc voilà. En revanche, je voudrais dire que utiliser des lycéens pour aller faire le coup de poing devant les préfectures, il faudrait que ça s'arrête un peu. Voilà. Je le dis très clairement parce que les responsables politiques qui s'expriment ont un poids. Ils ont en plus aujourd'hui des responsabilités qui leur confient des devoirs. Présider l'exécutif, présider l'Assemblée de Corse, être élu à la collectivité territoriale, cela impose un certain nombre de choses. On a fait un choix en Corse, il y a 3 ans, du côté du monde nationaliste, celui de la renonciation à la violence et à la clandestinité. Et je crois qu'on a tort d'envoyer des jeunes gens mineurs devant les préfectures, parce que ce n'est pas des mouvements spontanés, on ne va pas faire croire n'importe quoi. Ce monsieur Paul, il bénéficiera, je l'espère, de tous ses droits, et si la France doit être condamnée par rapport à ce qu'il a subi dans son transfert, eh bien elle le sera, et ce sera justice, mais je crois qu'on a tort de vouloir semer la confusion en Corse avec notre jeunesse. Je le dis, je vais peut-être pas être populaire, peut-être que sur les réseaux sociaux je vais me faire insulter, mais je m'en fous. Je vais vous le dire, parce que moi, je veux pas que mes enfants, demain, ils vivent dans un monde où plutôt que d'aller au lycée, ils arrivent devant la préfecture et prennent le risque de se prendre un tir tendu dans la tête. Voilà, je le dis comme je le pense. Voilà, vous pensez qu'il y a une manipulation derrière ces mouvements lycéens, justement ? Le nombre de mouvements ces dernières années. C'est normal qu'on aille à la gendarmerie à Corté où il y a des gosses qui dorment avec femmes et pères, jeter des cocktails Molotov. Est-ce que c'est l'image de la Corse qu'on veut donner ?
Moi, c'est pas l'image de la Corse que je veux donner. Je pense pas que ce soit spontané. Je pense que c'est politique, politisé. Alors, je suis un homme de conviction et je respecte celle des autres. Et j'ai toujours respecté les convictions contraires aux miennes ou différentes des miennes. Mais à un moment, il y a une limite. La limite, c'est le respect de l'autre, le respect d'un certain ordre. Et j'espère que le droit sera respecté et que les avocats de M. Paoli obtiendront réparation et sanctions eu égard à la manière dont il a été traité, mais ce n'est pas sur le terrain de la rue que ça va se jouer. Je commence à en avoir marre qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, eh bien, il y ait du désordre aux abords des lycées et aux abords des bâtiments publics. Je le dis très clairement, je crois que la Corse elle a besoin de calme, de sérénité, de tranquillité, et que le droit soit respecté. On se quitte, Laurent Marcangeli, on se retrouve dans un peu plus d'1 heure pour poursuivre cette discussion. À tout à l'heure. Rebonjour Maria. Rebonjour Frédéric. Bonjour Laurent Marcangeli. Bonjour à notre invité. Qui est notre invité, effectivement, cette semaine, le maire d'Ajaccio et président de la CAPA. Donc on a bien compris, Maria, Laurent Marcangeli, qui regrettait que... Alors, je ne sais pas si on peut parler d'instrumentalisation de la jeunesse corse dans l'affaire donc, de ces manifestations devant les lycées. Ils ont une conscience politique. Moi, j'avais leur âge, j'avais une conscience politique. Je ne me laissais pas instrumentaliser. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'en aperçois de nombreuses reprises. Il y a quand même eu pas mal de choses qui se sont passées au cours des dernières années. On ne peut pas le nier. Il y a eu pas mal de manifestations qui ont mal tourné et où il y a des jeunes qui ont été soit blessés, soit incarcérés à la suite d'un certain nombre de manifestations. On gâche leur vie. Moi, je le dis très clairement. Le message que je voudrais envoyer, c'est ayez des convictions, parlez idées, défendez vos intérêts collectifs et individuels. Soyez des militants de ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que le militantisme, c'est avant tout le débat d'idées, c'est pas le coup de poing. On n'est pas un surhomme à aller se battre avec un policier couvert de la tête aux pieds comme Robocop. On peut pas gagner ce combat, c'est pas ça. Et on prend un gros risque pour soi et pour les autres. Donc moi je pense que demain on peut être un militant nationaliste, dur, radical même, qui prône l'indépendance et la rupture avec la République, mais on n'est pas obligé d'aller prendre des risques et d'aller tout casser devant une préfecture, parce que c'est pas ça, je pense, le militantisme politique. Le militantisme politique, c'est le débat d'idées, c'est se présenter aux élections étudiantes, aux élections ensuite locales, municipales, territoriales, législatives. Ça, c'est ça le militantisme. Voilà, c'est le débat d'idées, c'est aller coller des affiches, c'est aller, c'est participer à des réunions, c'est débattre avec ses contradicteurs. C'est pas aller se battre avec les forces de l'ordre, c'est pas aller demander justice de manière violente et désordonnée. En tout cas, voilà. Après, instrumentaliser, je pense quand même qu'il y a des mouvements politiques derrière qui cautionnent tout ça. Voilà, c'est une réalité. Moi je veux plus qu'on ait l'indignation sélective en Corse. Voilà. Moi je trouve que c'est toujours très grave aussi lorsque, comme je vous le disais tout à l'heure, on va devant des bâtiments publics où des enfants dorment, vivent, et où on jette des cocktails Molotov. C'est grave. C'est contraire aux droits de l'homme, ça aussi. Voilà. S'en prendre à des enfants et à des femmes. Parce qu'ils sont fils, filles ou femmes de gendarmes. C'est bien, c'est normal ça en Corse. Ça doit continuer. Moi je suis pas sélectif dans l'indignation. Avoir des idées, vous dites, donc aller vers son contradicteur, y compris face à un gouvernement qui, on a l'impression, fait la sourde oreille. Un gouvernement qui fait la sourde oreille, c'est quoi un gouvernement qui fait la sourde oreille? Je crois que dernièrement... Le rapprochement des prisonniers, par exemple. Oui, rapprochement des prisonniers, c'est vrai, c'est une réalité, mais en même temps, on n'a pas le nombre de places nécessaires. Vous avez un établissement vieillissant à Ajaccio, c'est pour ça que d'ailleurs, avec la CAPA, on veut trouver une solution pour qu'on ait un établissement pénitentiaire de 150 places à Ajaccio, sur le territoire de la CAPA, pour pouvoir accueillir des gens. J'ai intervenu, moi, à l'Assemblée nationale, devant Madame Taubira, pour demander que les textes de loi soient appliqué. C'est pas normal que ça ne le soit pas. C'est une double peine pour les familles. Mais c'est pas le gouvernement seulement qui fait la sourde oreille. Vous avez un système judiciaire qui est parfois complexe. Et je crois qu'il y a malheureusement aujourd'hui dans les établissements de détention en Corse, il n'y a pas suffisamment de place pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a des traitements parfois qui donnent des hauts le cœur. Je le dis très clairement. Ce que M. Paoli a subi, c'est pas responsable, c'est pas respectable, c'est indigne de la patrie des droits de l'homme. Je le dis très clairement. Mais après, il y a des manières de revendiquer les choses. Je préférerais toujours le débat d'idées. Je préférerais toujours la confrontation. Je suis un homme de loi. Il y a des droits qui existent. M. Paoli a des avocats. Ces avocats, ils doivent aller jusqu'au bout. La France se fait condamner à de nombreuses reprises par les institutions de justice européennes. Pas que pour des affaires corses. Ça arrive. Il faut aller, il faut le respecter, les droits du citoyen. Mais
Est-ce qu'on n'a pas l'impression quand même qu'en Corse, les gens, et c'est vrai que les réseaux sociaux sont quand même nous éclairent à ce sujet, on a l'impression que les gens ont l'impression qu'ils sont mal aimés, qu'ils sont confrontés à une injustice, pas que sur ce cas-là avec l'affaire de Franck Paul, mais depuis longtemps, et que les jeunes sont particulièrement, il y a un ressenti qui monte envers la France. Est-ce que vous le sentez, ça vous aussi, que oui. La France aussi devrait peut-être, le gouvernement ou les gouvernements successifs, devraient aussi peut-être apaiser les choses, écouter un peu plus et éviter ce genre d'affaires comme on a pu le voir les journalistes. Les fautes, elles sont partagées. Je vous le dis. La France et les gouvernements successifs n'ont pas traité comme ils le devaient la problématique insulaire. Je parle bien insulaire volontairement parce qu'à mon avis, le premier problème, il est là. Nous sommes une île. Voilà, une île montagne. Hein, et que les statuts successifs n'ont pas apporté de solution. Donc ça, c'est un petit peu les difficultés engendrées par le défaut de gouvernance. Après, de notre côté, je le dis, des fois on ne fait pas assez d'efforts. On est un peu trop nombriliste et on est souvent un peu sur un repli sur soi. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas très intéressants sur le continent, qui sont pleins d'a priori et qui, moi, à titre personnel, me fatiguent. Donc j'ai passé l'âge de me prendre la tête, donc je laisse passer tout le folklore autour de nous, mais de toute façon, vous allez à Paris, on se moque des Marseillais, on se moque des Corses, on se moque des Alsaciens, on se moque des Bretons, on se moque de tout le monde. Voilà, c'est aussi une spécialité française, la raillerie et la moquerie. Donc bon, après, il faut aussi se dire que moi, la Corse, c'est ma vie. J'ai décidé d'y travailler, d'y être élu, d'y fonder ma famille, d'y vivre, d'y prospérer et d'essayer d'œuvrer pour la collectivité. Mais on n'est pas le centre du monde. Il faut arrêter aussi ça. Voilà. Moi j'ai l'impression que tout tourne autour de nous. Non, il y a un monde qui tourne autour de nous, il y a des milliards de gens qui existent. Il faut aller les voir d'ailleurs, parce qu'on apprend beaucoup de choses en allant les voir. La Corse c'est le plus bel endroit du monde, mais il y a de beaux endroits aussi autour. Et il y a des gens exceptionnels dans le monde entier. Et vous vous rendez compte, il y a même des gens très bien en France. Des Français, vous vous rendez compte ? Comme nous d'ailleurs, hein. Mais des Français qui ne sont pas corses et qui sont des gens très bien. Donc arrêtons de toujours tout amalgamer, arrêtons de toujours penser que nous sommes toujours des victimes. Oui, des fois nous sommes victimes d'un certain nombre de choses, mais pas tout le temps. Soyons un peu plus ouverts et essayons de ressortir de ce climat toujours pesant de repli identitaire, de repli sur soi. On se quitte, Laurent Marcangeli. Demain on parlera de la semaine européenne de la mobilité et on ouvrira évidemment le débat sur la ville d'Ajaccio et puis également la CAPA. À demain donc, Laurent Marcangeli. À demain, Maria. Bonjour Maria. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent Marcangeli. Bonjour. Qui est notre invité cette semaine, maire d'Ajaccio, président de la CAPA, et qui est notre invité donc tous les matins de cette semaine, et donc c'est le cas ce mercredi. On va parler ce matin de la semaine européenne de la mobilité. C'était la semaine passée. À cette occasion, différents événements ont eu lieu dans le but d'encourager les territoires à promouvoir les modes de transport pratiques. La semaine passée, un conseil d'énergie, de l'air et du climat était organisé au Palais des Congrès d'Ajaccio sous l'égide de l'Agence d'urbanisme et d'énergie de la Corse et de l'État, aux côtés de nombreux partenaires. Fabienne Giovannini, la présidente de l'AUE, était bien entendu présente, nous l'écoutons. Moi, je crois qu'il faut offrir des alternatives. Les gens sont prêts. Un exemple, une simple anecdote qui me concerne personnellement. J'ai pris la route depuis Bastia à 5h30 du matin. J'ai roulé assez bien pendant tout le trajet. Puis, arrivé aux abords d'Ajaccio, j'ai passé 1 heure dans les embouteillages. Et j'ai failli arriver en retard à mon séminaire. C'est quand même important, je m'étais pris bientôt. Donc, vous voyez que lorsque les gens sont confrontés à ce type de difficultés, eh bien, ils peuvent évoluer, ils peuvent comprendre. Il faut simplement leur apporter les démonstrations. Et c'est ce que nous faisons à travers des journées comme aujourd'hui. Il faut réfléchir aussi en termes de gouvernance. Dans le cadre de la mise en place de la programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a un comité de pilotage stratégique qui a été mis en place avec l'État et l'AUE. Et j'ai souhaité personnellement que nous puissions créer un comité opérationnel concernant les transports intérieurs, de manière à mettre ensemble tous les acteurs, la collectivité territoriale à travers la loi NOTRe donc, et l'autorité en matière de mobilité, hormis bien sûr les transports urbains. Mais je souhaite associer bien sûr l'État, évidemment, la communauté d'agglomération de Bastia, la communauté d'agglomération d'Ajaccio, et puis les grandes intercommunalités, de manière à ce que nous travaillions, réfléchissions ensemble et que nous fassions converger à la fois nos dispositifs, ceux qui sont existants, et puis réfléchir sur d'autres méthodes d'action. Voilà donc Fabienne Giovannini, la première réaction que vous avez, Laurent Marcangeli, sur l'extrait sonore que nous venons d'entendre. J'ai dit il faut faire des routes déjà pour accéder à Ajaccio. Ajaccio c'est la plus grande ville de Corse, c'est déjà 70 000 habitants qui y vivent, plus les gens qui viennent y travailler de la rive sud ou du nord du département, ça fait du monde. Je pense qu'on doit être pas loin de 100 000 personnes qui gravitent autour. En tout cas, le pays ajaccien réel, c'est ça. C'est une réalité. Donc, est-ce que nous avons le réseau routier correspondant à une ville de cette taille ? Non. Voilà.
se compare à Bastia, je suis désolé, le compte n'y est pas. Il y a eu un PEI, je m'en suis plaint à de nombreuses reprises depuis 2002. J'aurai bientôt des chiffres précis, mais je peux vous dire que le sud de la Corse, département du sud, a eu 35%. Sur les investissements. PEI, voilà. Donc quand on entend les gens se plaindre, les gens du Sud, et particulièrement les Ajacciens, se plaindre en disant la CTC a toujours œuvré pour le Nord et pas le Sud, c'est pas une vue de l'esprit. En tout cas, elle a majoritairement œuvré pour des infrastructures. Enfin, moi, je vis ce que vous vivez tous les deux, et ce que vivent, à mon avis, des milliers de gens. Hein, l'entrée de ville d'Ajaccio, est-ce que c'est la même que l'entrée de ville de Bastia? Attention, il y a des embouteillages à Bastia aussi. Hein. Et là, on en arrive, je pense, à l'élément le plus important de ces journées, dont on parlera à mon avis tout à l'heure, mais il y a un problème structurel sur Ajaccio. Si on n'avance pas plus vite sur les infrastructures routières, sur cette fameuse pénétrante, sur la rocade et sa prolongation, pas faire une souricière qui s'arrête au rond-point d'Alat, il faut aller jusqu'au Vitoul. Les Ajacciens me comprendront. Sur la nécessité aussi de miser sur le rail. Je vous rappelle quand même sur la programmation pluriannuelle d'investissement de la CTC, votée par l'Assemblée, 0 pour le Sud, au niveau du réseau ferré, et 70 millions d'euros pour la Haute-Corse. On n'a pas le droit, nous aussi, d'avoir des transports alternatifs, on en parlera tout à l'heure. Et nous, à la CAPA, on a des projets qui démontrent qu'on va utiliser ce mode alternatif qu'est le réseau ferré à la voiture. Donc il faut des infrastructures lourdes, il faut qu'on rattrape un retard historique sur le pays ajaccien, parce que tout le monde en pâtit, c'est dur, les embouteillages, mais en même temps, ils sont bien là pour une bonne raison, c'est qu'on est en retard d'infrastructure. Et ensuite, il faut que nous, avec les partenaires, notamment sur l'agglomération, on travaille sur des modes alternatifs. Vous savez, on livrera bientôt un plan de déplacement urbain, il sera débattu à la CAPA, et il sera débattu dans les 10 communes de la CAPA, et on aura des propositions très importantes et très intéressantes justement sur ces alternatives. Laurent Marcangeli, donc vous avez dit il faut des traitements alternatifs, il faut des infrastructures en fait, c'est ça l'idée. Hein. On va peut-être en parler tout à l'heure aussi à 9h. Bon, on sait la problématique par exemple par rapport à l'hôpital, ça va augmenter encore cette problématique. On sait que vous êtes en bataille aussi avec la collectivité territoriale sur ce point de vue-là particulièrement. Il y a un quartier qui va faire 12 000 habitants et qui va avoir un collège de 800 élèves qu'on a mis à côté des vignes Peraldi. Et un hôpital qu'on a mis sans penser avant aux voies d'accès. Je l'ai dénoncé pendant les campagnes électorales de 2014-2015, vous vous en souvenez, on me traitait de menteur et aujourd'hui tout le monde s'en aperçoit, certains font semblant de s'en apercevoir, le problème n'est pas réglé. Donc il va falloir, je le pense, que nous œuvrions tous ensemble pour que cette problématique soit résolue. Alors du côté de la CAPA, vous connaissez nos projets. Il y a un projet d'ailleurs qui s'inscrit parfaitement dans l'alternative à la voiture, qui est le téléphérique. J'ai demandé à Madame Giovanni de l'inscrire dans les projets d'intérêt majeur, ces fameux PIM, dont elle a la charge en tant que présidente de l'agence de l'urbanisme, parce que c'est stratégique. On parle de transport, on parle de mobilité, on parle de transport propre, non polluant, parce que vous le verrez dans le PDU de la communauté d'agglomération du Pays ajaccien, la santé sera l'un des premiers enjeux. Et la santé, c'est aussi des alternatives aux particules fines rejetées par les véhicules qui ne cessent de rouler dans Ajaccio et le Pays ajaccien tous les jours. On se quitte, Laurent Marcangeli, pour une petite heure. On se retrouve juste avant le grand journal de 9h pour poursuivre cette discussion où on continuera donc de parler des transports à Ajaccio. Rebonjour Maria. Rebonjour Frédéric. Laurent Marcangeli, rebonjour. Bonjour. On parle ce matin de la mobilité, donc des transports dans le Grand Ajaccio. Maria, c'est vrai que c'est un des enjeux de la décennie qui arrive. Hein. Effectivement, c'est l'un des enjeux, Laurent Marcangeli. Donc, c'est l'un des enjeux aussi, c'est les infrastructures qu'il va falloir mettre en place. Et donc là, les intercommunalités, on vous a entendu aussi aller monter au créneau pour que les intercommunalités récupèrent un maximum de compétences et récupèrent un maximum d'investissement aussi dans ce domaine-là. Ça va être, maintenant, la collectivité unique a les statuts qu'elle a, mais ça va être un des enjeux aussi d'aller récupérer de la compétence. Récupérer de la compétence, oui, en tout cas, moi je veux convaincre du bien fondé de ce que nous entreprenons aujourd'hui à la CAPA. Il y a des gens très intelligents qui travaillent à la CAPA, qui ont des projets qui vont dans le sens de l'avenir, je le dis très clairement, et notamment en matière de mobilité. Nous avons, je vous le dis, un plan de déplacement urbain qui sera proposé, qui met l'accent sur l'alternative aux véhicules individuels.
Mais en même temps, le déclic, il doit venir aussi du citoyen. Il faut changer les mentalités quand même. Oui, vous savez qu'aujourd'hui, la problématique, beaucoup d'Ajacciens considèrent que le premier problème, c'est les véhicules qui rentrent et qui sortent le matin et le soir, des gens qui habitent dans les communes entourant Ajaccio. C'est pas ça, non. C'est le plus gros problème. Nous avons fait les études qui correspondent à ce que je suis en train de vous dire. C'est les utilisations intramuros pour des très faibles distances. Voilà. C'est je veux être garé devant le commerce où je vais aller acheter ce que je veux acheter. C'est l'utilisation frénétique, je l'ai toujours dit, c'est le mot que j'emploie à chaque fois, du véhicule. Alors, je sais que je me suis attiré les foudres de certains internautes et les louanges d'autres en me disant ce que je pensais sur la question il y a de cela quelques mois. Il y a des alternatives. On peut prendre le vélo, on peut marcher. On peut prendre les véhicules de transport en commun. Après, il y a des cas spécifiques qui nécessitent l'utilisation d'une voiture. Je sais, quand on a un enfant en bas âge, c'est plus compliqué de prendre le bus. Je sais qu'aussi, la problématique des réseaux routiers de la ville d'Ajaccio font qu'avec le bus, on ne va pas forcément plus vite qu'avec son véhicule individuel. Mais à un moment ou un autre, c'est un enjeu de santé publique et c'est un enjeu de bien-être. Vous savez, il y a peu de temps, j'étais à Bordeaux, invitation d'Alain Juppé. Et j'ai vu cette ville. Voilà. Et je peux vous dire que les gens devraient voir un peu ce qui se passe dans certaines communes où on supprime des places de stationnement, etc. Où le commerce n'est pas mort parce que les gens marchent. Il y a des belles places, il y a de l'espace, c'est aéré, donc les gens vont acheter dans les commerces, etc., sont contents de se balader. Et également où il y a des alternatives. Alors bon, il n'y aura pas de tramway sur tout le Cours Napoléon, on n'en a pas les moyens, je ne vais pas raconter n'importe quoi, mais quand je vous dis qu'on veut utiliser le réseau ferré, on peut le faire dans de bonnes conditions. Nous sommes en train de travailler avec les chemins de fer de la Corse sur ce sujet, on essaie de convaincre du bien fondé de notre projet. On a le téléporté qui est un vrai projet, nous en avons parlé en préfecture il y a 2 jours, c'est un projet sérieux. C'est un projet global de multimodalité. Après, pour ceux qui pensent que sur les parkings rien n'a été fait, je suis en discussion avec la CCI sur un projet. Je vous le dis aussi, un autre projet va bientôt être annoncé. Et puis j'ai le projet multimodal du terrain de l'hôpital actuel, puisqu'il ne sera plus occupé d'ici 1 an. Avec un parking de 2000 places. Ah d'accord, parce que là c'est un quartier nouveau qui va avoir un jour, il y aura un parking de 2000 places. Et on utilisera des navettes qui descendront vers la ville. Donc après, je le dis très clairement, on ne peut plus, les centres urbains qui ont réussi, contrairement à ce que croient un certain nombre de personnes qui se plaignent des difficultés que rencontrent les centres urbains, et il n'y a pas que le centre urbain d'Ajaccio qui souffre. J'invite aussi les gens à regarder ce qui se passe dans certaines villes moyennes sur le continent où là tout est fermé, où il n'y a que des panneaux à vendre partout. Il faut quand même toute proportion garder. On vit des difficultés, on va en vivre au mois d'octobre et novembre, à mon avis, des fortes. Mais néanmoins, on se défend comme on peut et on arrive quand même à se défendre. 500 000 croisiéristes par an dans le centre-ville d'Ajaccio, ça ne se voit pas partout, je vous le dis. Donc il faut quand même il faut avoir conscience de la difficulté, mais il ne faut pas non plus toujours voir tout en sombre. Mais les centres urbains qui ont réussi sont les centres urbains où ça a piétonnisé. Ce sont les centres urbains où on a restitué l'espace public aux gens. Voilà. Et le projet de place camping, c'est ça, c'est dans cet esprit-là. Je vous prends des exemples où on réussit, pas des exemples où on rate. Voilà, c'est des centres urbains avec des voitures partout, ça réussit plus. Les gens n'y vont plus parce qu'ils se disent on est complètement pollué visuellement au niveau de l'air et on n'arrive pas à se déplacer. Donc voilà, je le dis parce qu'aujourd'hui, c'est cette vision que nous sommes en train de porter pour la ville d'Ajaccio. Donc une vieille ville, pourquoi pas entièrement piétonne, par exemple, imaginons de la place Foch jusqu'à la Citadelle, avec peut-être l'ouverture de la Citadelle au public bientôt. Peut-être que dans 5, 10, 20 ans, ce sera une réalité. J'espère que ce sera une réalité. En tout cas, nous avons des projets. Nous avons le projet de l'acquisition de la Citadelle, il n'y aura pas de voiture dans la Citadelle, je le dis très clairement. Il n'y aura qu'une vingtaine ou une trentaine de logements. Il y aura certainement quelque chose qui aura à l'hôtellerie. Il y aura du commerce, de l'artisanat, du service. Mais ce sera un écoquartier, un vrai, c'est-à-dire celui où seuls les services de secours peuvent passer et les livraisons, parce que bon, il y a quand même des commerçants, ils devront être livrés. Mais ça sera drastique. Il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas de parking. Donc voilà. Et je pense que la vieille ville
ville à terme, effectivement, elle a vocation à être piétonnisée. Et on le voit à Bastia, ça a bien marché sur la rue Napoléon. Les commerçants sont plutôt contents, à ce que j'ai cru comprendre, et même les Bastiais en eux-mêmes. Et je crois que nous avons peut-être à nous inspirer de cette expérience. La rue Fèche, au bout du compte, tout le monde a annoncé les foudres de l'enfer. Les gens s'y sont faits. Et je pense qu'au contraire, ça facilite une vie commerciale. Mais après, il faut que les commerçants acceptent de jouer le jeu, notamment par rapport à une forme de charte d'occupation du domaine public. C'est un autre problème. Piétonisation, ça ne veut pas dire anarchie. Eh bien, on se quitte, Laurent Marcangeli. Demain, on parlera logement. À demain. À demain, donc. Bonjour Marianne Franchi. Bonjour Frédéric. Laurent Marcangeli, bonjour. Bonjour Laurent. Le maire d'Ajaccio, président de la CAPA, qui est notre invité cette semaine. Alors aujourd'hui, on va parler du logement. Le logement et les axes avancés par le gouvernement en termes notamment de réduction des APL et de compensation dans le cadre du locatif public comme les HLM. En Corse, on sait les difficultés à se loger et surtout le retard pris dans les constructions de logements dits sociaux. Alors pour David Fro, le président de la Fédération du logement de Corse du Sud, il faudra se montrer particulièrement vigilant lors de l'élaboration de ce plan pour ne pas créer encore plus de disparités. On écoute un court extrait d'une interview que nous avons recueillie. Les HLM ne sont pas épargnés. Un chiffre qu'un office, alors on va taire l'office qui m'avait donné ce chiffre-là. Globalement, par année, il y a 1 mois de loyer de l'ensemble de la structure qui ne serait pas versé sous forme d'impayé. Alors il y a des dettes, il y a des actions en justice, il y a des régularisations, mais lorsqu'une entreprise a 1 mois de ressources qui ne rentrent pas, c'est une entreprise qui ne pourra pas réussir à faire tourner la boutique correctement. C'est une entreprise qui ne pourra pas entretenir son patrimoine correctement. Et au final, c'est l'ensemble des locataires, c'est l'ensemble des habitants qui va être lésé parce qu'ils ne pourront pas avoir la réhabilitation nécessaire, le confort thermique réassuré par des changements de fenêtres et ce genre de problématiques réglées par le bailleur. On demande également aux bailleurs sociaux de construire. Lorsqu'il y a une baisse des loyers, je ne vois pas comment ils vont pouvoir faire. Ils vont rogner parce que bon nombre d'offices HLM, on pense tous au public, mais il y a bon nombre de structures qui sont d'ordre privé. Ils vont baisser peut-être un peu en rentabilité, mais ils vont, pour continuer à rémunérer leurs actionnaires, probablement arrêter de construire ou limiter les projets de construction. Laurent Marcangeli, donc les inquiétudes de David Fro, les inquiétudes du grand public aussi, et vous qui voulez récupérer cette compétence, notamment à travers l'Office public de l'habitat, à travers la CAPA, une compétence que veut également la collectivité territoriale de Corse. La CAPA est déjà dotée d'une compétence importante en matière de logement et d'habitat. Et elle est exemplaire en la matière puisque elle a fait déjà 3 ou 4 plans locaux de l'habitat depuis sa création. Ça s'appelle le PLH, avec des connaissances techniques importantes. 65% des logements sociaux appartenant à l'Office public de Corse du Sud sont sur le territoire de la CAPA. Je souhaite, avec les maires de la CAPA, récupérer cette compétence sur notre territoire. Je vous rassure, et je rassure les gens parce que la manière dont cette volonté a été traitée, notamment à l'Assemblée de Corse, suite à une motion qui a été proposée par un élu de Corsica Libera, elle n'est pas honnête. Je le dis très clairement, parce que on fait croire que la CAPA, le méchant ajaccien, vous savez, ce truc qui marche super bien un peu partout, parce que voilà, la capitale elle est jamais aimée où qu'on se trouve, de toute manière, ça c'est une réalité qui dépasse la Corse. Le méchant ajaccien, il veut s'occuper des logements sociaux à Porto-Vecchio, qui veut s'occuper. Non, l'ajaccien et le pays ajaccien, ce qu'il veut faire, c'est gérer son parc, voilà, parce qu'il a les moyens de le faire. Et parce qu'il considère que c'est justice qu'il le fasse. Parce que le député que j'ai été pendant 3 ans, lors des débats sur les ordonnances, a demandé cela. Et parce que la loi le permet, contrairement à ce qui est aussi évoqué par certains, je rappelle qu'il y a eu déjà 3 votes. La CAPA, qui a fait la demande, unanimité. Il n'y a pas que des gens de droite, il n'y a pas que des Ajacciens à la CAPA. Il y a des périurbains et il y a des ruraux. Y compris des nationalistes. Et y compris des nationalistes. Le vote du conseil départemental, unanimité. Et le vote du conseil d'administration de l'Office public de l'habitat, pas unanimité, mais pas loin. Voilà. Donc, il y aura un vote le 5 octobre prochain. On aime bien les organes divers et variés. C'est le CRH, c'est le Conseil régional de l'habitat qui se déroulera en préfecture. Puis on va expliquer tout cela sereinement aux membres du CRH. Je vais leur expliquer pourquoi est-ce que nous voulons récupérer ça, parce qu'il y a une vision stratégique, politique. Je veux être maître du développement de mon territoire et surtout je veux m'occuper de ce que M. Fro évoquait tout à l'heure. L'Office public de l'habitat de la Corse du Sud a fait beaucoup d'efforts en matière de rénovation au cours des 10 dernières années, mais il reste beaucoup à faire. Il y a des parcs
notamment non loin d'Alta Frequenz, qui ont besoin d'être rénovés, qui sont propriétés de l'Office public de l'habitat et qui ne sont pas trop dans les clous aujourd'hui par rapport aux normes. Ça va coûter de l'argent et il faut aussi le planifier. Et je pense qu'on le planifiera bien si on est en proximité avec la réalité du terrain. Si on l'amène à la CTC, on va éloigner la prise de décision, même si la CTC se trouve à Ajaccio, même si en régionalisant, on va éloigner la prise de décision en proximité. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Et puis aussi, je vous le dis très clairement, j'entends dire on veut récupérer pour pouvoir faire du clientélisme. D'abord, je voulais préciser très simplement que même si c'est régionalisé, c'est le président de la CAPA qui aura le dernier mot pour les attributions. Déjà, donc c'est une contre-vérité absolue. Et deuxièmement, moi je vais jouer le jeu. On va sur les modes d'attribution, on va jouer de la totale transparence. Je vais faire quelque chose de nouveau pour les modes d'attribution, voilà, qui sera exemplaire, qui sera cité un exemple au-delà de la Corse. J'ai pas de leçon à recevoir de clientélisme de qui que ce soit. Moi, je pense que si surtout certains veulent l'avoir, c'est pour avoir la manne et faire de la politique. Merci Laurent Marcangeli. On va poursuivre ces discussions tout à l'heure, peu avant 9h, avant le grand journal de 9h. À tout à l'heure. Rebonjour Maria. Rebonjour. Rebonjour Laurent Marcangeli, qui est notre invité, donc maire d'Ajaccio, président de la CAPA. On parlait du logement tout à l'heure et on sait que cette question du logement est primordiale pour vous, Laurent. Ben oui, parce qu'il y a des difficultés de logement sur le territoire de la communauté d'agglomération du Pays ajaccien. Et puis on est soumis à une forte pression législative et réglementaire. Voilà, on a 16% de logements sociaux sur le territoire de la commune. Lorsqu'il en faut 25, c'est des amendes. Nous devons nous acquitter parce que l'État nous met à l'amende, parce que la loi l'exige. Je pense qu'il y a une réflexion à mener sur l'adaptation de cette loi et de ces règlements au niveau de la Corse, parce que demain, il y a d'autres communes qui vont être dans l'œil du cyclone. Les communes d'Alat, d'Afa, de Bastelikatch qui ont passé le nombre d'habitants et qui vont devoir également s'atteler à la construction de logements. Et en plus, la loi elle est mal faite parce qu'elle oblige à la densification. Moi, je ne veux pas avoir de tours dans la commune d'Ajaccio, ni même dans les communes d'Alat, d'Afa, qui sont des communes à la base rurales, qui se sont un peu urbanisées, mais bon, on reste souvent sur de l'individuel, sur des maisons individuelles, on va dénaturer nos paysages. Donc ça, il y a ça comme problématique. En plus, je vous rappelle que le PADUC va corser l'addition parce qu'on va limiter le nombre d'hectares constructibles, et donc il va falloir encore plus densifier. Donc c'est vraiment. Donc forcément, il faut aller vers la hauteur. Là. Voilà, donc on va aller sur des tours. Est-ce que c'est le modèle de société qu'on veut pour nous ? Moi, en tout cas, je ne le veux pas. Je ne pense pas que ce soit la solution. Donc, d'abord, il faut requalifier l'existant, parce que vous avez des logements de fait aujourd'hui à Ajaccio qui devraient être qualifiés de logements sociaux. Dans certains quartiers de la ville, vous avez des loyers qui sont très faibles parce que les conditions ne sont pas très bonnes, les logements sont un peu vétustes, etc. Il faut qu'ils soient pris en compte comme des logements sociaux à un moment ou à un autre, même s'ils sont dans un parc privé, locatif. Et ensuite, il faut aussi, je pense, requalifier en rénovant et en mettant une part sociale là où il n'y en a pas. Parce que quand vous faites de la mixité, moi je ne veux pas faire que du tout social. 100% social, c'est pas bon. Ça a été prouvé que c'est pas bon, partout. Si vous faites par exemple un immeuble 30% social, 70% non social, et bien là encore vous vous éloignez de l'objectif parce que vous avez 70% qui ne le sont pas. Et donc vous n'augmentez pas véritablement le ratio, c'est des maths. Alors que si demain vous allez dans un immeuble de la vieille ville, que vous le rénovez et que vous mettez 10%, 15% de logements sociaux dans cet immeuble-là, ben là c'est 10%, 15% de gagnés qui n'existaient pas. Donc aujourd'hui il y a une démarche à effectuer sur le logement. Nous avons déjà beaucoup travaillé depuis que nous sommes aux responsabilités. Il y a la démarche aussi sur l'Office public de l'habitat. C'est pour ça que je veux l'outil aussi pour le territoire du Pays ajaccien. Je ne veux pas que cet outil nous soit enlevé, soit privé de cet outil. Parce que je trouve que c'est un outil qui va concomitamment avec le projet que nous portons. Quand on veut faire un centre intercommunal d'action sociale, par exemple, ce que nous ferons le 1er janvier prochain, je crois que la CAPA peut se doter, de par ce qu'elle représente, d'outils dont un office public de l'habitat, parce que ça va dans le sens de l'histoire. C'est pas une question de clientélisme, vous savez, il n'y a pas d'un côté... On vous a entendu bondir justement là-dessus sur les conditions d'attribution. J'en ai marre des leçons de morale de gens qui sont pas plus vertueux que moi, c'est tout, c'est une réalité. J'en ai marre que certains se présentent comme les parangons de la vertu, qu'ils ne sont pas.
Voilà, je ne dis pas être meilleur que les autres. Moi, j'essaye de faire mon travail honnêtement. Personne ne peut dire que je suis un malhonnête. Voilà, ceux qui s'y sont essayés s'y sont cassés les dents, je le rappelle quand même. Et je fais de la politique proprement. Je suis un homme qui tient ses engagements. Je ne suis pas quelqu'un qui fait du mal. Et aujourd'hui, je vous le dis très clairement, je ne suis pas quelqu'un qui va faire la pression électorale. Il faut qu'ils arrêtent avec cette rengaine-là. Ça a peut-être existé dans le passé. Moi, en tout cas, je ne suis pas là-dessus. Voilà, je suis un homme qui ne fait pas de la politique comme ça. Les gens le savent. Donc qu'ils arrêtent de balancer des choses comme ça. Moi je pense qu'ils sont plus aptes à faire des trucs comme ça eux que moi. Voilà, je le dis très clairement. Et qu'ils sont appâtés par le gain et qu'ils se disent on va faire de la politique à Ajaccio et sur le pays ajaccien avec cette manne-là. Voilà. Donc je leur renvoie l'ascenseur. Ils ont voulu polémiquer sur ce terrain-là. Moi je pense qu'ils veulent mettre la Corse en coupe réglée. Voilà. Et je le dirai prochainement au CRH si on arrive sur ce débat-là. En vous écoutant sur le fond du problème, on se dit qu'il vaut mieux mettre de l'argent pour rénover que de payer des amendes. Je suis totalement d'accord avec ça, j'essaye de le faire, mais il faut aussi que le tissu entrepreneurial soit d'accord pour nous accompagner là-dessus, parce que ça coûte de l'argent la rénovation. Hein. Voilà, donc il y a pour un gain qui au final n'est peut-être pas bon. Mais après c'est un projet de société. Beaucoup de communes l'ont réalisé, ces rénovations d'habitat. Il y a des habitats qui ont besoin d'être rénovés, donc voilà, il y a de l'habitat indigne à Ajaccio aussi. Il faut quand même en parler. Ce sont des sujets qui demandent vraiment des éclairages très précis. En tout cas, c'est des sujets que j'ai appris à maîtriser en étant maire d'Ajaccio et président de la CAPA. D'où l'importance de la proximité, c'est ça que vous défendez? Oui, parce que je connais ma ville et je connais le territoire de la CAPA. Mieux que demain un président de l'exécutif ou une présidente de l'exécutif. Voilà, c'est comme ça. Parce que je suis au quotidien à la rencontre de mes concitoyens, je vais dans les quartiers, je fais des réunions de quartier, on m'explique les difficultés du quotidien. Un président de l'exécutif, il ne peut pas faire des réunions de quartier. Il ne peut pas connaître un certain nombre de choses. C'est tout, ça s'appelle la proximité. On se quitte, Laurent Marcangeli, et demain on parlera de déchets de police environnementale. À demain. À demain. Bonjour Maria. Bonjour Frédéric. Laurent Marcangeli est notre invité cette semaine. Bonjour Laurent. Bonjour. Le dernier jour de cette semaine en ce qui nous concerne, donc vendredi. On rappelle que vous êtes maire d'Ajaccio, président de la CAPA. Et aujourd'hui, la thématique est la suivante. On va parler de la chasse contre les pollueurs. Celle-ci a décidé de se doter, donc la municipalité d'Ajaccio a décidé de se doter d'une vingtaine de caméras mobiles infrarouges et thermiques pour traquer les contrevenants qui déverseraient leurs déchets n'importe où dans la nature. La police environnementale dresse entre 8 et 30 procès-verbaux par jour. Une phase répressive obligatoire mais efficace selon François Filoni que nous écoutons. On a mis en place, enfin c'est en voie de validation par la préfecture et par le parquet, des caméras mobiles qui nous permettent de choper ceux qui pourrissent la terre de Corse. On ne peut plus accepter qu'en 2017, on baigne un camion n'importe où dans le maquis, qu'on jette des ordures qui n'ont rien à y faire alors que toutes les filières sont mises à disposition. On a développé le tri, on a multiplié par 3 le tri sur la ville d'Ajaccio. Il y a des déchetteries, donc c'est un problème de civisme. Et je pense que la grande majorité des Ajacciens en ont marre de voir des lieux pollués par des décharges sauvages. Donc le principe de ces caméras, c'est pas de faire une intrusion dans la vie privée, c'est de choper et de mettre hors d'état de nuire ceux qui nous polluent. Financièrement, tout est prêt, les caméras sont rentrées. Ce type de caméra, elle fonctionne d'abord thermiquement. Elle fonctionne sur la température des humains, ça veut dire qu'un animal qui passe, il ne va pas être photographié. Et ces caméras seront disposées dès qu'on aura constaté des infractions dans des lieux. Ça veut dire qu'on ne va pas poser des caméras n'importe où, n'importe comment. Et elles seront soumises à chaque fois à information de l'autorité régulateur, de la préfecture, en disant voilà, cette zone est sur surveillance parce que nous avons constaté des infractions. Voilà, donc François Filoni. Alors Laurent Marcangeli, en général, tout ce qui concerne la répression est plutôt mal perçu par la population, mais j'ai envie de dire que dans ce cas précis, au contraire, cette mesure devrait être populaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est très clairement. Nous l'avons exprimé pendant les campagnes électorales, on tient nos engagements, et puis lorsque je fais mes réunions de quartier, je peux vous dire que les gens sont plutôt du côté de la matraque. À ce niveau-là, parce que ce qu'on voit est complètement inacceptable. Enfin, vous le voyez, la ville d'Ajaccio a mobilisé 1 million d'euros en hommes et en matériel pour la propreté urbaine. Je crois que tout le monde s'aperçoit qu'on a fait des efforts en la matière et des progrès restent encore à faire. Hein, parce qu'on a un élu, en l'occurrence François, qui est très présent sur le terrain, et on a surtout des superbes équipes avec une direction très bien constituée et avec des gens qui travaillent et qui donnent d'eux-mêmes. Mais en même temps, il faut aussi un côté répressif parce que, excusez-moi, mais il y a des gens qui comprennent rien, qui font semblant de ne pas comprendre et qui polluent et qui ne respectent pas l'espace public. Donc moi j'ai chargé François Filoni de s'occuper de ça en tant qu'élu, et puis avec la police municipale, on a créé au niveau de la CAPA une police environnementale qui dresse des PV. Hein. Et là, on se dote des moyens matériels nécessaires à l'établissement d'un respect des règles, tout simplement. C'est comme ça. En tout cas, c'est pas trop impopulaire, je vous le confirme, parce que les gens en ont marre de voir les comportements de certains.
C'est pas acceptable. Je vais même vous dire, c'est clairement frustrant parfois pour les agents de la collecte à la CAPA, c'est frustrant pour les agents de la propreté urbaine à la ville, c'est dévalorisant pour notre territoire et c'est pas respectueux des autres. Donc ces caméras thermiques qui vont être mises en place très bientôt. Oui. Après il faut des autorisations préfectorales, etc. Mais nous, on ne veut pas mettre les gens... avec nous, les braves gens n'ont pas à trembler. Hein. Voilà. Après, par contre, les gens qui respectent rien, on va leur faire la guerre. Et il n'y aura pas de tarif à la tête du client. C'est-à-dire que ce sera pour celui qui est mon ami et qui pollue, il prendra cher. Je vous le dis comme je le pense, il y aura pas de session de rattrapage. Parce que je suis ulcéré de voir parfois ce que je vois dans les rues d'Ajaccio et également dans les parties magnifiques, plutôt préservées de notre ville, où certains indélicats vont et mettent des bidets, mettent des gravats. Mais vous vous rendez compte la chance qu'on a de vivre ici et ce que certains n'ont pas encore compris malgré toutes ces années. Et c'est souvent les mêmes qui se plaignent, je vous l'avais dit la dernière fois, qui trouvent la ville sale, ceux qui jettent et qui ne respectent pas. Les amendes seront élevées Elles le sont déjà, mais je reçois les PV toutes les semaines. Je vérifie que la police de l'environnement travaille et elle le fait. Et je peux vous dire que les 2 hommes qui tournent sur Ajaccio sont des agents de qualité. Et qu'ils ont évidemment mon entier soutien et je vous dis, il y aura pas, on fera pas sauter les amendes. Et est-ce qu'il y a déjà des résultats en général quand il y a des amendes normalement les infractions devraient baisser, est-ce que c'est le cas? Oui, mais vous avez toujours le jeu du chat et de la souris, vous avez certains qui sont malins. Donc voilà, quand on met les caméras, c'est parce que certains sont plus malins que les autres. Ils sont plus durs à rattraper. Mais on les attrapera. On va continuer cette discussion tout à l'heure, Laurent Marcangeli. Donc juste avant le grand journal de 9h, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Maria. Bonjour Frédéric. Bonjour plutôt, également Laurent Marcangeli. Bonjour. On termine donc cette semaine avec vous, donc maire d'Ajaccio, président de la CAPA. On parlait Maria de cette, cette police environnementale qui va bientôt voir le jour. Hein, Laurent. Elle existe déjà. Elle existe déjà, mais ce qui va voir le jour, ce sont ces fameuses caméras. Des moyens supplémentaires. Des moyens supplémentaires. C'est vrai qu'une police de l'environnement, c'est quand même un dispositif un peu original. Est-ce qu'on peut penser, par exemple, que ça pourrait servir aussi dans le cadre de la protection contre les incendies ? Oui, bon, enfin, on peut imaginer plein de choses. Et contre les incendiaires plus particulièrement. Contre les incendiaires, oui. Bon, après, moi, j'appelle beaucoup, je vous le dis, dans les réunions de quartier que je fais, à la vigilance citoyenne. Vous avez vu François Fillon cet été, il est allé avec des bénévoles, ils ont ramassé tout ce qu'il y avait au bord des routes. Il y avait des professeurs de médecine en vacances, qui passent leurs vacances en Corse, qui ont voulu aller lui donner un coup de main, etc. Être citoyen, c'est pas forcément qu'avoir... des droits, c'est aussi avoir un certain nombre de devoirs, et notamment celui de parfois travailler, coopérer au mieux vivre ensemble, au bien-être de la collectivité. Alors vous avez des gens exceptionnels qui se sont mobilisés pendant cet été avec François pour aller ramasser des cochonneries un peu partout, qui ont nettoyé des terrains, qui ont nettoyé des bords de route à Ajaccio et dans le pays ajaccien. Et je pense qu'il faut aussi qu'on réprime les gens qui font n'importe quoi. Sur les incendies, c'est très complexe, vous le savez aussi bien que moi. Ce qui s'est passé encore cet été en Corse est dramatique, parce que on a vu partir en fumée pas mal de nos territoires. En Haute-Corse, ça a été terrible, mais également sur le pays ajaccien et sur les abords d'Ajaccio, à Véro, il y a eu beaucoup de départs d'incendie qui auraient pu être beaucoup plus graves. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts très graves pour des gens dans leur maison, et il n'y a pas eu de mort. Mais vous vous rendez compte un petit peu de la gravité de la situation. Alors il faut une vigilance citoyenne. C'est sûr qu'il ne faut pas jeter des pétards pour faire venir son chien. Comme on l'a vu à Pietralbe, je tiens quand même à dire, parce que bon, le déferlement de violence sur les réseaux sociaux contre cette pauvre dame, j'ai pas voulu porter plainte moi contre elle, je vous le dis, on m'a demandé, je l'assume, voilà, parce que c'est pas quelqu'un qui a mis le feu sciemment, contrairement à ce qu'on a entendu. C'est une grosse bêtise, on dira. C'est une grosse bêtise qui aurait pu coûter très cher. Ouais, c'est pas une incendiaire. Mais c'est pas une pyromane. Par contre, il y a des gens, j'aimerais bien qu'ils soient attrapés et qui rendent compte devant la justice de leurs actes. Donc voilà, elle a rendu compte d'ailleurs, cette dame, de ça que j'ai vu, que les gens s'offusquaient qu'elle soit pas, qu'on n'avait pas la plus grosse incendiaire de l'été sous la main, et je pense pas qu'elle l'ait fait pour... elle s'est rendue à la police de suite, alors qu'elle était encore brûlée, parce qu'elle a essayé d'éteindre avec ses mains. Voilà. Donc il faut quand même prendre un peu les choses avec un autre regard, être un peu humain de temps en temps.
Voilà, je déborde par rapport à la question initiale, mais c'est un vaste débat, hein, les réseaux sociaux. Hein. Il y a une inhumanité parfois qui se met en branle, où on efface tout raisonnement humain. On est là, on jette les gens dans les flammes de l'enfer, on les insulte. Je pense que, et chez nous, ça devient grave parce qu'on est une micro-société et on se connaît tous. Il faudrait quand même qu'on soit un peu moins violent, hein, sur les réseaux sociaux. Après, il y a les grands courageux évidemment qui sont toujours masqués sur Twitter ou sur Facebook et qui sont les plus prolixes, hein. Donc moi j'ai jamais aimé les anonymes. J'aime bien les gens qui parlent en leur nom et en montrant leur visage. Ça aussi c'est une question de vie, hein. Mais voilà. Mais sur la propreté, c'est un combat de tous les jours, c'est un combat citoyen. Il y a la puissance publique, nous on est là, mais il faut aussi que le citoyen s'y mette. Vous avez dit, on va revenir quand même un peu sur ces incendies. Pas beaucoup de résultats. On avait le procureur de la République la semaine dernière ici. L'élu que vous êtes, vous en appelez justement au service de police, au service enquêteur pour qu'il y ait des choses qui se passent? J'en appelle à la responsabilité de tous. Vous savez, je pense qu'il faut appeler effectivement les pouvoirs publics à ce que les choses se passent dans les meilleurs délais, qu'on arrive à débusquer les coupables, etc. Mais il faut qu'on se prenne en main en Corse, hein. Tous collectivement. Il y a une éducation à donner aux gens dès l'enfance. Voilà, ça se joue aussi à la maison. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Après, malheureusement, il y a des gens qui sont déviants. C'est une réalité. Mais je ne pense pas que ce soit que ça. Il y a eu un article qui a fait beaucoup de bruit encore ce matin. Quelqu'un qui a été condamné pour ça, qui s'est exprimé. Il disait que c'était pour chasser, lui, à l'époque. Et que c'était pratique courante. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Il a eu, pour moi, beaucoup de courage de s'exprimer, peut-être même une forme de folie, parce que vu le contexte dans lequel nous étions, mais bon, au moins ça nous a éclairé sur les raisons qui peuvent pousser quelqu'un demain à foutre le feu sur des territoires et prendre le risque de d'ôter la vie de quelqu'un et de défigurer nos paysages qui sont si beaux. Voilà. Donc après c'est un problème d'éducation. Je pense que cet homme, ce jeune homme, qui n'est pas bien âgé, ça devait se faire autour de lui. Il n'a pas inventé et il y a un problème éducatif. Donc voilà, il faut avant de dire l'État doit faire, la justice doit faire, je crois qu'il faut aussi qu'en Corse on soit sur de l'éducatif et qu'on se prenne en main et qu'on soit sur du citoyen, voilà, et qu'il y ait des surveillances citoyennes parfois aussi dans nos maquis et dans nos terrains qui peuvent faire l'objet de ça. Et puis il faut aussi que les propriétaires débroussaillent, je le rappelle aussi, hein, parce que on met en demeure pas mal de fois et on envoie les factures ensuite parce qu'on se substitue à des propriétaires qui sont un peu indélicats et qui ne débroussaillent pas les terrains dont ils sont les tenants. Il est presque 9h, on va donc se quitter. Merci Laurent Marcangeli. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Maria, quant à nous, à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et on rappelle, pour les personnes qui veulent réécouter les émissions de la semaine, qui n'ont pas eu l'occasion d'être là tous les matins, www.alta-freguenza.com. Sur Internet donc, il est 9h.